Bienvenue sur la scène artisan. On a été très liquide jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, et on va passer du côté du solide. On va parler d'escargot. On est avec Myriam Grouzel-Labouisse. C'est pas grave, Myriam. Voilà, Myriam. La maison du nombre d'or, ce sont des escargots des Flandres. Je vous demande de l'applaudir pour commencer, parce qu'elle est venue nous apporter des... On va déguster, hein, on va manger des choses en plus. Oui. La maison du nombre d'or. En fait, il y a une petite vidéo que tu as faite pour nous faire une visite de chez toi. Voilà. Je me dis que le mieux, c'est qu'on la regarde maintenant. Comme ça, Exactement. on verra ton milieu naturel. Voilà. Après on va parler de tes petites merveilles qui sont là. Oui. Est-ce qu'on peut lancer cette vidéo, Nicolas et Enzo, nos deux régisseurs de choc, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue à la maison du nombre d'or. C'est le printemps, la reprise d'activité. Mettez vos bottes et venez avec moi, je vous emmène pour une petite visite. Vous êtes ici au cœur de la Rajoie, tout au nord de la France, où j'ai installé mon élevage d'escargots sur à peu près 800 mètres carrés de prairies pour l'instant, quelques serres de reproduction, et le tout est conduit en élevage bio et j'espère bientôt certifié biodynamie. Alors ici on plante des arbres, on plante des haies, on utilise des chats pour notre lutte contre les ravageurs et notamment contre toutes les souris qui peuvent nous manger les escargots. Et on utilise chevaux et ânes pour désherber le pourtour des parcs. Donc on est là au petit matin. C'est le meilleur moment pour observer les escargots qui sont réveillés durant la nuit. Et on est dans le parc des Blonds des Flandres, une des races qu'on élève ici et qui a été créée dans la région. Donc tout ça, ce sont des jeunes escargots qui n'avaient pas eu le temps de finir leur croissance à l'automne et qui vont finir tranquillement de grandir là, au printemps, pour régaler nos papilles cet automne. Alors là, on est au début de la saison, hein. Pas encore trop de végétation dans les parcs, mais d'ici quelques semaines, les serres seront bâchées pour accueillir les tout jeunes escargots et la végétation aura énormément poussé, ce qui nous permettra de les accueillir au plus proche des conditions naturelles de vie d'un escargot, avec très peu d'escargots au mètre carré, beaucoup de place pour eux pour se déplacer, et un petit complément de céréales bio et biodynamiques pour qu'ils puissent nous faire une bonne croissance. D'ici quelques semaines, les escargots se seront reproduits. Ici, ça fourmillera d'activités, donc le mieux, c'est encore de venir nous rencontrer. On fait des visites nocturnes pour découvrir le monde de l'escargot à la lampe torche. C'est assez sympa, alors on vous attend. Bon alors, moi je vais y aller. Hein. Oui, on peut. Hein. C'est magique ton pays des chats et des escargots, c'est fabuleux. Pourquoi nocturne les visites? Ça vit la nuit les escargots? Oui, en fait dans la journée les escargots sont sous les planches que vous avez vues et ils sont ou dans les herbes et ils sortent à la nuit. Donc à la nuit tombée on les arrose avec un système de brumisation et l'escargot ça aime bien l'eau. Hein. Quand il pleut on est tous allés chez nos grands-parents ramasser les escargots et donc la nuit ils sortent et donc le mieux pour les observer c'est tard le soir. Ou alors, le mieux du mieux, là c'est ce que j'ai pris en vidéo, c'est très tôt le matin. Mais il vaut mieux convier les gens le soir pour l'apéro et pour aller voir les escargots, qu'à 4 h du matin, ça les motive beaucoup moins. Ils aiment l'humidité, les escargots. C'est pas tant la pluie, c'est l'humidité du sol qui est importante pour eux, c'est ça? L'humidité de l'air aussi. Ils sont très sensibles à l'hygrométrie et à la longueur du jour. C'est un capteur ultra sophistiqué et très complexe, l'escargot. Tu l'as dit, il y a plusieurs variétés d'escargots, dont une... le blond des Flandres, qui était quasiment disparu. Enfin, il y a quasiment personne n'en fait. En fait, c'est pas qu'il a quasiment disparu, c'est qu'il a quasiment jamais été développé. C'est-à-dire qu'en France, on connaît le gros gris dans le nord de la France, enfin surtout le grand nord, et le petit gris sur le pourtour méditerranéen. Et il y a un passionné de la région qui est du côté de Richebourg, pour ceux qui connaissent, qui a développé cette race-là, donc le blond des Flandres, pour avoir les qualités de grosseur de l'escargot de Bourgogne, mais la délicatesse de la chair du gros gris, puisque le Bourgogne peut avoir parfois des arômes un petit peu terreux, pas très agréables. Voilà.
Et donc, il l'a développé pendant 40 ans, mais jamais aucun éleveur vraiment s'en est saisi parce qu'il est difficile à faire se reproduire. Et moi, j'aime bien faire les choses qui ne sont pas faisables. Donc, du coup, j'élève du gros gris, certes, mais le blond des Flandres m'a tapé dans l'œil et du coup, on élève du blond des Flandres aussi. Tu parlais d'escargot de Bourgogne, cet escargot de Bourgogne qui vient plus du tout de Bourgogne, il arrive en général des pays de l'Est. On ne sait pas souvent qu'en fait, la majorité des escargots qu'on trouve et qu'on mange, ils ne sont pas du tout de chez nous, ils ne sont pas locaux. Oui. Toi, tu as repris cette production. Combien tu en as là maintenant des escargots? Alors là, moi j'ai créé, donc c'est vraiment pas une reprise, hein, j'ai créé tout l'élevage de A à Z et là actuellement j'en ai à peu près 150 000. 150 000. Voilà, donc c'est pas énorme pour un éleveur. Comment ça se ramasse? Alors chacun sa technique. Moi apparemment j'ai pas la même, enfin forcément la technique la plus simple, mais c'est celle qui me plaît. J'y vais très tôt le matin, donc de nuit. Donc du coup on commence à les ramasser à partir du mois de mi-septembre à peu près, et je commence à 4 heures du matin, 3-4 heures, selon la température. En fait ça se fait au feeling, quoi. Si la nuit a été douce, un peu humide, je sais que 3 heures il faut que j'y aille. Et là je sélectionne uniquement les plus gros, les plus beaux, je ramasse pas tout comme ça à l'appel, quoi. Donc c'est long, c'est super long. Donc c'est à la main, un par un. En fait, tout est fait à la main. L'élevage de la naissance des petits qu'on fait incuber, on va chercher les petits œufs d'escargot à la petite cuillère dans la terre pour après les faire incuber, jusqu'à après le ramassage, la cuisine. Les escargots, ils sont sortis un par un à la main des coquilles pour enlever le petit bout noir qui n'est pas très agréable en bouche. Et ensuite, on les rince à la main, on les cuisine à la main, on les compte à la main dans les pots, on met les étiquettes à la main, tout est fait à la main. 150 000, c'est pas beaucoup, tu as dit. Ouais. Quand même, à la main, 150 000, ça fait beaucoup. Oui, mais ça toi, fait beaucoup. Tu voudrais. L'idée, c'est récent, hein, tu as commencé ton exploitation il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Ouais, alors l'idée, c'est pas de monter en volume. Mon idée, ça a toujours été de prendre l'escargot qu'on connaît un peu, au beurre, à l'ail, très bon, mais c'est un peu vieillot comme image, et de dépoussiérer ça et de montrer qu'avec l'escargot, on peut faire d'autres choses, mais donc de rester sur de l'ultra qualité, pas de la quantité. Et en fait, je me suis dit, au moment où moi, j'arriverai plus toute seule à gérer, eh ben, on arrêtera d'en faire plus. Et après, si les gens veulent de l'escargot, ils devront se dépêcher parce qu'on fera avec le stock qu'il y a. Voilà. Tu vas nous démontrer qu'on peut faire autre chose que du beurre et de l'ail, parce que tu vas nous préparer quelque chose. Oui. Et on va le manger. Voilà, vous allez le manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Alors en fait, on va déguster de l'escargot fumé au bois de hêtre. C'est une idée que j'ai eue l'hiver dernier, qu'on a expérimenté d'abord dans un petit fumoir chez des amis, voilà. Et le résultat a été juste incroyable. Donc on s'est dit, on va passer la moitié de la production au fumoir. Et ça nous donne en fait un escargot avec des arômes beaucoup plus prononcés, tout en délicatesse néanmoins, et du coup qu'on peut cuisiner complètement autrement qu'avec l'ail. Voilà. Comment le fumage? Donc une fois que tu l'as retiré de la coquille, l'escargot, tu fumes pas tous les escargots, hein? Non. Une fois que tu l'as retiré de la coquille, tu vas le passer combien de temps? Il subit une autre transformation avant? Ouais. Alors on les sort de la coquille, après il y a plusieurs étapes de rinçage. Ensuite on les passe au courbouillon au vin blanc. Donc on utilise un vin blanc qu'on a sélectionné vraiment soigneusement. On les met au vin blanc, au courbouillon tout doucement, et ensuite il y a une partie de la production, donc on égoutte tous les escargots, une partie est mise en bocal et une partie est passée au fumoir à froid. Sur toutes les étapes de l'escargot, on fait attention à la température, pas de choc, jamais de choc, pas trop de haute température, parce que l'escargot caoutchouteux, on y arrive en le traitant mal, quoi. Oui, si on ne respecte pas la chair de l'escargot, on obtient un escargot caoutchouteux. Ah, okay. Voilà. Il y en a là-bas, ils sont vivants, hein, oui. Tu t'en as amené. Voilà. Tu me racontais qu'il y a une petite fille qui est venue te voir sur le stand, parce qu'on peut te retrouver au village des producteurs, juste là-bas, derrière la scène artisan. Ouais. Il y a une petite fille qui est venue qui t'a demandé comment s'appelaient tes escargots. Voilà. Alors 150 000, c'est un peu difficile à baptiser. Donc là, aujourd'hui, hier, on en a baptisé 2, Timide et Oscar. Profitez-en, c'est les seuls qui auront un petit nom. Voilà. Est-ce qu'on peut démarrer? Je voudrais aussi, tu vas être accompagné par trois étudiants du lycée hôtelier du Touquet, Gabriel, André, Théo, merci d'être là. Est-ce qu'on peut les applaudir? Parce qu'ils viennent, ils sont là, tous les élèves du lycée hotelier accompagnent les scènes, aident les chefs, font les mises en place. C'est même eux qui vont vous apporter des escargots à déguster. Il y a une purée qui est là-bas
qu'André est en train de faire réchauffer et toi tu mets un petit peu Alors là, un petit bout de attention, beurre. je vous fais ça, j'ai pas la prétention d'être chef, hein. C'est très très humble ce que je vous prépare, c'est juste pour que vous puissiez un peu apprécier l'escargot fumé. C'est une façon hyper simple que je recommande à tous les gens qui viennent sur le stand. Je mets un peu de beurre salé et je vais passer mes escargots dans ce beurre salé avec de l'échalote. Je les fais revenir quelques minutes. Et après, je mets un filet de crème fraîche et je les sers sur une petite purée ou sur un risotto. Ou alors, quand on n'a vraiment pas envie de cuisiner davantage, sur des tartines de pain grillées. Ok, tout ça a l'air très très Et bien. c'est trop bon. Et vous allez voir, ça prend 5-6 minutes. Ok. Et c'est, voilà. Bon, vous êtes prêts? On va tester ça après. Hier, on était avec les deux chefs de saison à Lille et ils mettaient du beurre dans l'assiette et je lui dis tu mets du beurre? Il me dit non, je mets de l'amour. Voilà. C'est ça, hein? Ouais, Ok, c'est on bien. met de l'amour là et on en met. Parce que moi, d'habitude, mon métier, c'est pas de les préparer, mais c'est surtout dans l'élevage qu'on en met. Parce que c'est beaucoup comme dans tous les élevages, c'est beaucoup au feeling, ça doit être que des escargots. Il y a des jours, on se dit, dimanche, on va en ramasser lundi, mais lundi, il fait sec, il y a du vent d'est, ils sont pas d'accord, on n'y va pas. Mais le dimanche, il y a un super temps, donc le dimanche, tu fais pas ta grasse mat, tu vas aux escargots, quoi. C'est tout du feeling et il faut aimer ce qu'on fait parce que c'est extrêmement prenant. Dans la vidéo, on voyait des chats. Ouais. Combien il y en a? Alors on en a 7 en tout sur la ferme et on en a 4 qui sont vraiment alloués aux escargots. C'est un sauvetage de chats qu'on a fait dans un but particulier, c'est qu'en tant que producteur, on a souvent des problèmes avec les rongeurs. Donc les musaraignes, les souris, les rats, enfin voilà, et les oiseaux. Et pour protéger les escargots, il n'y a pas beaucoup de solutions. On peut mettre soit pour les oiseaux des énormes filets au-dessus des parcs, et pour les souris, on peut mettre du produit ou quoi, mais moi en plus je suis en bio et c'est pas ma philosophie. Et tu vas passer en biodynamie, donc. Et ouais, j'espère qu'on va être bientôt le premier producteur français d'escargots certifié biodynamie. J'aime bien faire les trucs un peu durs, quoi. Oui, tu nous l'as dit déjà. Non, mais c'est une éthique de vie aussi. Et donc, on a pris des chats, et en fait, les chats vivent dans les escargots. Ils ont un petit abri, hein, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont très heureux. Et échange de bons procédés. Eux, ils chassent les musaraignes et les oiseaux. Et puis, nous, on leur offre un super cadre, et voilà. Et les chats, ils savent que les musaraignes, oui. Les oiseaux, oui, mais les escargots, non. Ah, ils sont dressés. Ils sont Non, dressés. en vrai, Non, mais- non, il faut être très clair. Les escargots, les chats, pardon, en fait, c'est délicat, un chat. Tout le monde sait que, un chat, vous avez en général un meuble avec des bibelots, un chat, il va se déplacer délicatement. Et en fait, ils sont pareils avec les escargots. Ils sont super délicats. Et alors, j'ai un chat, de temps en temps, quand je marche sur un escargot, il arrive derrière, il le mange. Voilà. Mais sinon, ils y font très très attention et c'est ça qui est chouette, quoi. Voilà. Et donc, comment nous est venue l'idée, qu'on nous demande souvent pourquoi on fait ça? Il fallait qu'on lutte contre les ravageurs de façon naturelle. Et il y a une productrice, je crois, en Charente qui fait ça. J'avais vu ça un coup. Et j'adore les chats. Et voilà. Et puis ils sont adorables et puis ils ont Ouais, l'air ils sont tellement trop heureux. choux. Ouais. On a envie de se réincarner en chat dans ta qu'est-ce qu'on dit, dans ton élevage ferme, Ouais, comment- un élevage. Ouais. Et puis il y a les ânes et puis il y a les Oui. chevaux qui sont aussi là. Voilà. Ça va participer à ton travail de biodynamie. Est-ce que tu vas aussi réutiliser leur Ouais, alors en fait, l'idée sur la ferme, globalement, l'idée de la biodynamie, en dehors de... Certains connaissent peut-être le côté un peu ésotérique, moi ça ne m'intéresse pas, c'est vraiment le côté agronomique. L'idée de la biodynamie, c'est d'aller recréer un petit domaine agricole où on va ramener de la cohérence et du vivant. C'est-à-dire que faire des grands parcs à escargots à perte de vue, c'est pas mon truc. L'idée, c'est d'avoir... des escargots, d'avoir des prairies, d'avoir des arbres, des haies, une mare, on aimerait bien après amener un apiculteur, d'avoir un maraîcher à côté et d'avoir en fait une multitude d'activités qui vont recréer un écosystème qui trouve son équilibre et naturellement du coup les ravageurs aussi s'équilibrent et les maladies et voilà, tout s'équilibre. Et c'est aussi pour ça du coup que les ânes sont utilisés pour désherber le pourtour des parcs. Donc c'est des tondeuses sur pattes, c'est génial. Et les chats pour les ravageurs. Et voilà, chacun a son utilité. Mais le but, c'est que tout le monde vive en harmonie, quoi. Voilà. Ça sent délicieusement bon, hein, pardon, Ouais. pour harmonie et cette odeur. C'est un vrai petit paradis. Après, tu viens de commencer. Ouais. Enfin, c'est tout nouveau.
tu nous disais après avoir fait autre chose avant. Oui. Comment est-ce qu'on décide de se lancer dans l'escargot? Ça paraît pas être. Ouais. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Alors comme beaucoup d'enfants, quand j'étais petite chez ma grand-mère, j'étais passionnée par les escargots et j'en attrapais et elle m'a filé les vieux filets à frites là, en inox et du coup je les remplissais d'escargots, je les pendais aux arbres et je m'amusais avec ça. Et je sais pas, j'ai toujours été passionnée par ça. On m'avait dit ouais, l'escargot c'est pas un métier et tout, donc j'ai fait autre chose. J'ai fait un diplôme d'ingénieur agronome, toujours dans l'agriculture et l'environnement puisque c'est mon truc, quoi. Et puis le concours de circonstances, j'ai travaillé à l'extérieur pendant 5 ans après mon diplôme. Et concours de circonstances, ça fait que j'ai pu reprendre la ferme qui était collée à la maison. Et là, après 10 ans de questionnement intense et plusieurs études de marché et tout, je me suis dit, là, c'est les planètes qui s'alignent, quoi. Donc, voilà, je voulais faire de la qualité, je voulais travailler avec des chefs, je voulais apporter aussi aux particuliers une excellente qualité d'escargot. Je me suis dit, au pire, je le fais, et au pire, je reprendrai autre chose si ça marche pas. Mais là, l'expérience me montre que ça marche super bien. Les chefs, c'est important, la relation pour toi. Hein, tu me l'as dit quand on s'est parlé avant la scène, que c'est aussi ça que tu recherches, que tu veux développer, des partenariats avec d'autres cuisiniers. Et tu fais partie du Collège culinaire de France. Oui. Qui est un collectif. On a 3 scènes avec le collège, il y en a eu une hier, et puis tout à l'heure encore à 15h, on sera ici avec les chocolats Encuentro, ils sont juste là, sur le marché des producteurs. J'ai envie de te demander pourquoi c'est important pour toi, mais avant je voudrais bien expliquer ce que c'est que le collège. Oui. Et si tu veux bien, je vais demander à quelqu'un du collège qui est là, Célia, quelque part. Je crois, ah la voilà, de venir nous expliquer ce que c'est que cette association de bienfaiteurs Collège culinaire de France. Tu peux te mettre ici, Célia. Merci d'être là. Le Collège culinaire, ça réunit des producteurs artisans et des chefs. Oui, c'est un collectif qui a été créé il y a 10 ans maintenant. Oui, ça réunit des chefs et des producteurs, mais l'objectif premier, et la raison pour laquelle on réunit tous ces acteurs, et moi je voudrais vraiment qu'on applaudisse Myriam, parce que vous ne vous rendez pas compte de la difficulté quand on est producteur de monter sur scène et de venir raconter sa vie, son histoire, d'où on vient, ce qu'on fait. Ça a l'air facile parce qu'elle est passionnée, mais je sais que c'est pas facile. Donc, ça se passe bien, Myriam, ça va? Ça va, je le vis bien pour l'instant. Non, mais c'est pas évident. L'idée, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on habite dans un super pays, avec des super territoires, et la preuve aujourd'hui, avec ce territoire, on est là, à Omnivore Nord, mais malheureusement, le quotidien, il n'est pas si évident que ça, et l'industrie prend de plus en plus sa part, effectivement, dans tout ce qui est méthode de production, dans tout ce qui est restauration, dans tout ce qui est alimentation, avec, on a vu ces derniers jours pas mal de problématiques d'alimentation liées à l'industrialisation. Et aujourd'hui, ce que le Collège culinaire de France essaye de faire, c'est de réunir tous les acteurs qui font la diversité de l'artisanat, de la gastronomie en France, dans tous ces territoires. C'est-à-dire tous ceux qui font que, aujourd'hui, la façon de s'alimenter, que ce soit chez nous ou au restaurant, est différente, n'est pas industrialisée, n'est pas standardisée, et qu'on retrouve des acteurs comme Myriam, comme tu parlais d'Encuentro sur le chocolat, qui fait que vous, consommateurs, vous, restaurateurs, vous avez encore le choix de ce que vous achetez, le choix de ce que vous consommez. Combien de producteurs artisans, combien de chefs en France aujourd'hui? Il y a 3000 producteurs, artisans, restaurants de qualité sur toute la France et environ 200 sur le territoire, ici du Nord-Pas-de-Calais. C'est pas un label, hein, on est bien d'accord. C'est pas une étiquette qu'on met et après on s'en va. C'est pas un label parce qu'un label, ça tend à homogénéiser et à standardiser des pratiques. Nous, l'idée, c'est de se dire que Myriam, la façon dont elle vous a expliqué de comment elle produisait, où est-ce qu'elle voulait aller, pourquoi elle a mis ses chats, pourquoi elle a mis ses... ses haies, etc. Les pratiques de chacun sont différentes parce que l'écosystème de chacun est différent et que chacun doit faire avec son écosystème, son histoire et sa vision. Donc un label, il y a plein de labels qui sont très qualitatifs, mais un label tend à homogénéiser des pratiques. Nous, ce qu'on essaye de sensibiliser au Collège culinaire de France, c'est que chaque pratique peut être vertueuse à partir du moment où il y a toute la réflexion que Myriam a fait avant de s'installer et qu'elle vous a expliqué tout à l'heure. Il y a un côté collectif, il y a un côté échange, il y a un côté participatif aussi. Exactement. C'est que chacun peut apporter quelque chose, que ce soit
le client, mais aussi les producteurs entre eux, les producteurs avec les chefs. Chacun peut s'apporter des choses. Je pense qu'aujourd'hui, Myriam, elle est en train de cuire ses escargots et il y aura peut-être un chef qui est dans la salle et qui va lui dire, tu sais, moi, les recettes, je les fais différemment et ça va lui apporter quelque chose. Mais Myriam, elle aussi, en tant que productrice, peut lui expliquer qu'aujourd'hui, la façon dont lui, il traite l'escargot, quand tu disais l'escargot, il n'aime pas être violenté, machin, il a besoin de temps. Et bien Myriam aussi, elle peut peut-être aussi apporter quelque chose au restaurateur ou au client final. Enfin, tout le monde peut apporter quelque chose. Myriam, pourquoi toi tu as voulu rejoindre le collège? Comment ça s'est passé? C'était important à quel niveau pour toi? En fait, le fait de me lancer dans la production d'escargots, c'était aussi pour moi relié à une passion qui est la gastronomie. Et c'est pour ça que je voulais aussi produire du qualitatif. Et je me suis dit, moi j'aime bien les réseaux, j'aime bien échanger, j'aime bien le côté humain, j'aime bien sortir de mes escargots où je suis toute seule dans mes champs tous les jours. Et je cherchais un réseau humain diversifié qui mette en avant le travail qualitatif de l'artisanat agricole. Et qui puisse nous mettre en réseau avec des chefs justement qui ont cette sensibilité-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert le collège et je suis allée à une journée d'échange du collège, donc j'ai été immergée dans l'esprit et j'ai trouvé ça merveilleux. Je suis sortie avec des étoiles dans les yeux et je me dis c'est dans cet écosystème-là que je veux vivre en fait et que je veux travailler et voilà. Comme je suis chef, je suis artisan, je veux rejoindre le collège culinaire, comment ça se passe? Tout le monde peut postuler. Après, tu as un comité de sélection à la fois régional qui donne des avis. Et ensuite, le collège culinaire a été créé par 15 chefs fondateurs de renom. Donc, ça a été à l'initiative d'Alain Ducasse, Joël Robuchon, enfin, voilà, des grands noms, Anne-Sophie Pic, Thierry Marx, des gens comme ça, qui, eux, une fois par mois, revoient justement les dossiers, finalement, les candidatures de ces artisans, ces restaurants, qui postulent avec les avis des référents régionaux, parce que même si c'est des cuisiniers de renom, ils ne peuvent pas connaître tout le monde. Donc voilà. On a aussi des experts filières, à la fois des gens qui sont dans le métier, mais aussi on travaille avec un médecin nutritionniste spécialiste des filières alimentaires qui nous aide à se questionner. C'est-à-dire que les critères sont les mêmes pour tout le monde, qu'on soit restaurant, producteur d'escargots, producteur d'huîtres, maraîcher, etc. Les critères sont les mêmes, mais déclinés. C'est-à-dire la transparence chez quelqu'un qui fait de l'escargot, c'est quoi ? La valeur ajoutée, le fait de prendre soin de ces animaux, c'est quoi chez quelqu'un qui fait de l'escargot versus quelqu'un qui va faire des volailles, et Dieu sait que le sujet volaille en ce moment avec la grippe aviaire est important. Voilà, tout à l'heure tu disais on va voir quelqu'un qui fait du chocolat, c'est quoi la transparence dans le chocolat, c'est quoi un artisan dans le chocolat versus l'industriel, c'est quoi un artisan dans l'escargot versus un industriel. On parlait de transparence, on parlait de provenance, on parlait de race d'escargots, enfin de variété en tout cas. C'est important, je pense qu'aujourd'hui les gens ne sont pas forcément au courant. L'idée c'est pas de mettre un label, c'est de sensibiliser les gens à se poser les bonnes questions pour que quand ils approchent un produit, quand ils approchent un producteur, ils sachent déjà quelle est la bonne question à poser avant de consommer. Tu faisais tout à l'heure, quand tu parlais, tu faisais ce geste, on parle à Myriam, hein, qui est là, hein, celui de l'escargot, celui du nombre d'or. On comprend, enfin on devine pourquoi tu as choisi ce nom. Parce que c'est l'ellipse de l'escargot. Ça répond à la règle mathématique de l'enroulement de la coquille de l'escargot. Et c'est le nombre d'or, on le retrouve dans beaucoup d'éléments architecturaux, artistiques, naturels. Et mon but, c'est aussi d'amener de l'art sur la ferme. Là, je suis en train de phosphorer sur l'utilisation des coquilles d'escargot en art, comment on peut les réutiliser. L'escargot, c'est un prétexte, c'est ma passion, mais autour de ça, je veux ouvrir les gens à autre chose et puis moi vivre avec des perspectives aussi autres. Et c'est pour ça que le nombre d'or, c'est une manière de parler de l'escargot différemment. C'est aussi un symbole de l'exigence et de la perfection. On a compris que exactement. Ça fait partie de toi. De toute façon, voilà, le défi, mais aussi l'exigence. Le collège, c'est pas un label de qualité, on l'a dit, mais par cette démarche et cette pensée, au final, ce sont des artisans et des producteurs de très haute qualité, à chaque fois, comme Myriam. Et déjà, la première chose, c'est, je ne sais pas si les gens se rendent compte de la passion que Myriam a pour son métier. Moi, quand j'ai rencontré Myriam, effectivement, à cette journée dont elle parlait tout à l'heure du Collège culinaire de France, je me suis dit, c'est incroyable
d'avoir Comment on peut quelqu'un aimer qui autant parle. des escargots? Ouais, comment on peut aimer autant les escargots? Mais je trouve que cette passion, elle est incroyable et je pense que le point commun entre tous les producteurs, les restaurateurs qui sont au Collège culinaire de France, c'est cette passion. Ouais. Et je pense qu'à partir du moment où on est passionné de ce qu'on fait, ton métier, ça ne devient plus une contrainte. Hier, Oui. tu nous disais aussi, quand tu nous parles de la qualité que tu as envie de mettre, ce que tu vois chez toi, tu vis aussi, beaucoup de producteurs, d'artisans, de restaurateurs aussi, vivent sur leur lieu de travail. Donc Oui. la qualité de vie passe aussi par la qualité de du travail Oui. que tu fais. Donc c'est super Le important. matin, on se lève, je fais 10 mètres et je suis dans mes parcs à escargots. Et donc voilà, c'est mon lieu de vie. Et donc il faut que ça transpire notre ADN, quoi. Ouais. Et cette passion, elle fait forcément la qualité. Nous, on dit souvent, c'est pas le produit qu'on exige de qualité au Collège culinaire de France, c'est le producteur ou l'artisan qui a derrière le produit. Mais quand on a un producteur ou une productrice, désolé, on a mis les mots au masculin depuis le début de la matinée, alors qu'il y a plein de femmes de qualité au Collège culinaire de France, mais quand on a des gens passionnés comme ça, derrière le produit, il suit forcément parce qu'on n'a pas envie de se décevoir soi. Je pense que Myriam, elle n'a pas envie de se décevoir soi. Et elle n'aurait pas envie de décevoir le client final. Oui. Parce que tu n'en serais pas capable, parce que... non, mais de toute façon, à chaque fois qu'on débouche un nouveau bocal, je tremble comme au premier bocal qu'on a débouché, quoi. Pourtant, je suis passée là... il y a des chefs qui les cuisinent et qui m'ont dit « Mais t'inquiète, ça va, c'est super, on est super contents et tout, mais je suis toujours comme ça, quoi. » Vous confirmez, ça se passe bien, ces escargots avec la purée? C'est bien, voilà. Donc, on redit ce qu'il y avait, purée? Ouais, alors là, c'était vraiment André la est en bonne train recette de mamie. Donc, c'est la purée de réchauffer. mamie, toute simple. Et puis, escargot, beurre salé, échalote et un petit peu de crème fraîche à la fin. Et les escargots, c'est des escargots fumés. Voilà, la particularité de la ferme. Ouais. Et ça, c'est vraiment la gestion de la température à toutes les étapes du process. Je dis d'habitude, les escargots, c'est un peu plus dur. Et là, ils sont ultra tendres et ils fondent quasiment dans la bouche. C'est la première fois que j'ai ce type de sensation en mangeant un escargot. Ouais. Chouette, je suis contente. Bravo. Merci. C'est pour ça que je fais ce métier. En fait, si on devait résumer, je veux donner du bonheur aux gens quand ils goûtent, quoi. Et s'ils ont eu du bonheur, mon métier, mon job, il est fait, quoi. C'est réussi. Donc, et donc la particularité, c'est que j'ai eu l'idée un peu farfelue de les fumer l'année dernière. J'ai des amis qui sont dans la salle qui m'ont accompagné dans l'idée un peu farfelue et ça a sorti un truc de dingue. Et là, quand je fais goûter à des chefs qui me prennent déjà des escargots nature, ils me disent mais l'année prochaine, tu nous fais que des fumées, quoi. C'est trop bien. Est-ce qu'il y a une IGP, quelque chose qui protège les blonds ou les escargots que tu fais? Alors le blond des Flandres n'est pas encore protégé. On a quand même déposé la marque, voilà, mais on est en train de se battre. Donc comme beaucoup de combats agricoles, on est en train de se battre pour que déjà il soit reconnu comme une race à part entière et aussi qu'il soit homologué en bio. Puisque aujourd'hui je produis tous mes escargots, donc gros gris que je vends en bio, mais les blonds des Flandres, je fais reproduire mon cheptel, je ne les vends pas encore, et on n'a pas encore l'autorisation de les vendre en bio. Donc c'est tout un truc pour les faire reconnaître en tant que race à part entière. Mais ils viennent bien des Flandres, hein. Ça fait 40 ans qu'ils sont sélectionnés dans les Flandres. Tu nous l'as dit, tu aimes bien quand c'est un peu difficile. Ouais. Donc voilà. Ça te fait plaisir. On va continuer à déguster tout ça. Encore merci à Gabriel, André et Théo, les trois commis du lycée du Touquet qui sont là, qui préparent et qui vous servent. Je vais vous demander de les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Et puis Myriam, merci infiniment d'être venue. C'est une splendide découverte. J'ai hâte de goûter aussi. Merci Célia.